matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 65e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Périard, en compagnie du désopilant Pierre Gastonguay, particulièrement quand il est fâché. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, oui, j'ai eu des comebacks sur... j'ai fait peur, ça a l'air, j'ai fait peur un peu. Ok, c'est pas, ça me passionne, la lutte, quand quelque chose me passionne. Je peux devenir... j'ai envie de dire violent, pas violent, c'est pas vrai, pas comme ça, mais c'est venu Naito, c'est venu me chercher la semaine passée, pour ceux qui ont écouté et regardé l'épisode. Désolé dans vos oreilles, parce que ça part d'une shot, je suis parti. Mais il y a eu des répercussions, des répercussions là-dessus, parce que... Là, fatigué, puis ça prend toute mon énergie. Puis la semaine passée, j'ai été un peu malade, problème de digestion, puis bizarrement, quand t'as un problème de digestion, c'est comme si tout ton corps fait comme non, on va mettre 100% de nos énergies là-dedans. Fait que j'ai dormi beaucoup la semaine passée pour essayer de reprendre le dessus, mais là ça va mieux, ça va bien. Beaucoup d'eau, faut rester hydraté, la gang, rester hydraté. Fait que la semaine passée, ça ressemblait à ça, beaucoup de dodo, beaucoup de aller-retour entre mon bureau, mon lit et la salle de bain. Voilà. Yeah. Ouais, c'est ça, moi aussi, il était en tout cas, je sais pas si je commence quelque chose, mais là, je me sens depuis 2 jours un peu plus malade, un peu plus fatigué. Restez, plus d'aller-retour. Soyez prudents, la gang. Même si c'est l'été, là, c'est l'été, il fait beau, le soleil, party, mais faites attention à votre santé quand même, la gang. Ouais. Hey, et puis, sinon, moi, de mon bord, il a fait également réagir un genre de petit gag que j'ai fait pendant le dernier épisode de review du pay-per-view Forbidden Door, où je lançais l'hypothèse que peut-être un jour à Montréal, Kevin Owens entrerait sur une chanson de mes aïeux. Et tabarouette, ça l'a enflammé. Enflammé, tu dis? La toile, il y a entre autres Pierre-Paul qui nous a dit, en mentionnant cet extrait-là, Kevin Owens qui fait son entrée sur le repos du guerrier de mes aïeux à Montréal. Ce serait-tu pas incroyable de voir ça? Hein, effectivement, ça serait incroyable, mais probablement certain que le reste de la planète ferait genre what the fuck? C'est quoi ça? Mais ça serait quand même le fun. Et il y a aussi Nico Thibault qui nous dit, hein, ce fameux jour où Kevin Owens va rentrer sur mes aïeux, on l'attend en esti. Fait que, ben écoute, jusqu'à temps que ce jour-là arrive, je me suis dit que tant qu'à rajouter une couche, aussi bien le faire pour vrai. Fait que, qu'est-ce que ça donnerait, selon moi, Kevin Owens qui rentre sur une chanson de mes aïeux? Mais moi, j'ai choisi, pas Repos du guerrier, j'ai choisi Dégénération. Classique. Pour Kevin Owens. Parce que c'est ça. On dirait que tout, ça fait quand même chanson de lutte, là, tu sais, comme début. Avec le genre comme tac, tac, tac. Puis, je sais pas, il y a de quoi dans cette chanson-là qui est comme un beat que tu reconnais facilement, puis que tout le monde comme arrêterait de parler, puis ferait comme qu'est-ce qui se passe. Puis aussi avec un peu le beat de Fight Owens Fight qui est comme tananana, tananana. C'est vrai. Avec un peu un beat qui suit. Fait que ça pourrait être un bon style. Fait que je vous ai écrit. Je vous ai écrit quand même à ma job, c'est d'écrire des jokes dans la vie. Fait que je vous ai écrit un petit paragraphe là-dessus. Fait que, qu'est-ce qui arriverait? Ce serait quoi les paroles qu'on entendrait si Kevin Owens rentrait en Dégénération? Évidemment, pour ceux de l'Europe, allez googler peut-être Mes aïeux Dégénération pour entendre la vraie version, pour vous faire une idée. Fait que, avec ça, je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas, tu verras au montage, je pense, que tu ferais, là, si tu vas ajouter la chanson en background. Mais, ouais, il est comme ça. Son arrière-arrière-grand-père se bagarrait dans les champs. Son arrière-grand-père, à coups de poing, y arrachait des dents. Et puis son grand-père se battait d'un bord tout le temps. Puis son père ne frappait pas. Il regardait la lutte, c'était suffisant. Et puis toi, Kevin, casser des yeux, c'est plus qu'un passe-temps. Chaque stunner que tu donnes, tu le fais pour tes enfants. Tu gères mal ta colère et retiens ton sourire par en dedans quand toute la foule crie. Fight Owens, fight en même temps. Ouais! Ouh! Fait que c'est ça. Fait que vous me direz cette version-là, comment vous la trouvez de la chanson de Kevin Owens qui rentre sur du mes aïeux. Fait que, petit, écoutez, hein, vous nous avez inspiré. Nico Thibault et Paul, merci d'avoir dit ça. Vous avez créé ce petit moment avec vous. Et sinon, côté nouveau commentaire, on a également des nouveaux qui ont commencé à nous suivre. Fait qu'on a d'abord Joël Couturier qui nous a écrit à 2 endroits. Oui. Fait que ça va être le fun. C'est pour les algorithmes doubles sur Facebook ainsi que sur
YouTube, qui nous dit sur YouTube, bravo pour votre podcast, vous voyez de la lutte. Je vous ai découvert dernièrement. Et qui nous a également commenté un petit truc sur Facebook. Celui qui me faisait le plus peur, lui, quand il était petit, hein, pour évidemment ta chronique, qui le fait mieux, ceux qui font peur, mais c'était Papa Shango. Ouais. Trop bon comme personnage. Fait qu'effectivement, Papa Shango et tout, dans le style genre voodoo un peu, spooky, un peu ouais. bizarre. Et ça fait un bon lien vers justement la chronique de cette semaine. Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux cette semaine? C'est un qui le fait mieux. Qui le fait mieux? Fallait que je le fasse, évidemment. Choix du public. Choix du public, c'est Patrouilleur Dan qui nous propose un qui le fait mieux, un springboard cutter, comme le fait... en fait, il nous a donné 3 choix. Il dit comme Cody Rhodes, comme Javante Evans et comme Will Ospreay. Puis il dit, vous pouvez choisir d'autres mondes. Mais non, c'est un choix du public. Qui le fait mieux, choix du public? Je vais y aller avec tes choix, mon Dan. Donc, d'après toi, Maxime, qui le fait mieux entre le springboard cutter entre Javon Evans de NXT, Will Ospreay ou Cody Rhodes, le springboard cutter, qui le fait mieux? Écoute, c'est difficile d'avoir dans n'importe quelle catégorie de qui le fait mieux quand tu mets Will Ospreay là-dedans. C'est mon lutteur préféré depuis quelques temps. Il a finalement réussi à déclasser Bryan Danielson. Fait que moi, dès que je vois un Will Ospreay, je suis comme... D'après moi, c'est pas mal lui qui risque de mieux le faire. Cependant, je vais quand même y aller... je vais y aller avec Will, mais je vais quand même donner des lettres de noblesse à Javon Evans, que j'ai eu la chance de regarder, et on viendra un peu plus tard dans le vidéo, dans le podcast, mais il est excellent et il y en a un super beau aussi, Javon Evans. Il est très petit, très mince également comme lutteur. Ça fait qu'on dirait Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait on est habitué que ça soit plus des messieurs un peu musclés là, qui le font un peu plus. Lui, il est comme très slim. Fait qu'on dirait que ça rentre un peu plus comme si genre quelque chose de petit t'amenait au sol, genre, puis te faisait peut-être première. Fait que, quand même, une petite mention honorable à Javon Evans, mais j'ai avec Will Ospreay, avec le Springboard Cutter. Cody Rhodes, quand même bien, mais on dirait que c'est pas mon préféré des trois. Oui, absolument. Je reprends la balle au bon. Javon Evans, je l'ai vu, moi aussi. J'ai vu des clips, là, j'ai pas écouté au complet Heatwave, le pay-per-view d'NXT qui suivait Money in the Bank. Gros props à Javon Evans. Il donne une genre de swing, un genre de wave dans son corps. Là, quand il saute, il fait quelque chose un peu là, comme un genre de worm, puis il va pogner la tête pour faire le cutter. J'aime beaucoup ça. Fait que oui, Ospreay dans la liste, mais moi, pour l'originalité, pour le petit... C'est comme un genre de Kairi Sane qui a réinventé la descente du coude. Je pense que Javon Evans, je pense qu'il rajoute un petit quelque chose, un petit twist, le fun dans le Springboard Cutter. Je vais y aller avec Javon Evans de mon bord. Vous, à la maison, dites-nous là, d'après vous, qui le fait mieux? Est-ce que quelqu'un qu'on a oublié qui fait le Springboard Cutter? Vous pouvez le nommer aussi dans les commentaires. Ne vous gênez pas. De mon côté, c'est Javon Evans. Et dis-le nous, Patrouilleur Dan, toi, c'est qui c'est les vrai. trois que tu nous as suggérés? Tu ne l'as même pas dit dans ta demande. Fait que qui, selon toi, le fait mieux? Javon Evans, Will Ospreay ou Cody Rhodes? Et on va enchaîner ça justement, une belle petite transition avec la première chronique, ma première chronique cette semaine qui va être un review de NXT Heatwave. Évidemment, on va pas y aller en détail comme on fait lors de nos épisodes de review plus complets de pay-per-view, mais c'était le NXT qui était à Toronto, qui suivait Money in the Bank et qui a été en tout cas, depuis que j'ai recommencé à regarder les NXT, c'est mon préféré. C'était mon préféré. Fait qu'un bon NXT Heatwave, je sais pas si je le mettrais au niveau des takeovers à l'époque où le roster de NXT était super comme jam-pack de nouveaux talents qui sont présentement tous dans le roster principal, mais quand même un très bon. Ça a commencé, ce review-là, avec un excellent match entre Oba Femi et un peu surprenamment, justement, on a notre bon ami. Notre bon ami. En tout cas, on a Wesley, qui est un peu plus sur la shape petite. Eh mon Dieu, c'est un monstre contre un minuscule. Le clash devait être intéressant. Ouais, un bon 130 livres au moins de différence. Et je m'attendais à un squash. Surtout, tu sais, qu'on rentrait, puis Oba Femi avait vendu très fort. Et c'est un peu ça qu'on nous a présenté. Un bon... tu sais, ça veut pas être un squash quand ça dure genre 8 minutes, ce segment-là, mais une offensive comme... que presque pas d'attaque du côté de Wesley. Pendant un bon 8 à 10 minutes, Oba Femi fait juste dominer puis fait tous ses mouvements.
entre autres pitch dans les airs vraiment très haut, Wesley, comme il aime le faire souvent. Mais un genre de Obafemi un peu à la Sami Zayn, très babyface dans sa manière de revenir et de genre aller chercher l'appui du public tranquillement pas vite dans le match parce que il kick out, il réussit à s'en sortir. Wesley, tu veux dire Obafemi, Wesley, tu veux dire qui réussit à revenir. Ouais, exact. Wesley commence à revenir dans le match parce que seulement Obafemi, ça fait vraiment David comme contre Goliath. Il sort des DDT, il sort quelques mouvements quand même très impressionnants. Fait que c'est finalement Obafemi qui l'emporte après 16 minutes de match. Mais j'ai quand même apprécié le match et j'ai été surpris que ça soit pas un squash, mais qu'on a quand même laissé un peu d'offensive du côté de Wesley. Cool. Fait que bon petit match que j'ai aimé, que je vous conseille. Est-ce que c'est mon préféré? Un des préférés, mais... Puis Obafemi, quand il va monter, là, ça va être un monstre. J'ai tellement hâte de le voir en haut. Fait que ça va être le fun. Ensuite, deuxième match, un autre excellent match. C'était Kilani Jordan contre Sol Ruka. NXT Women North. Sol Ruka. Incroyable. Ben écoutez, des deux, je pense que j'ai préféré Jordan, moi de mon côté, mais la chimie était là. Oui. Et effectivement, Sol Ruka, elle a quelque chose de très... Charlotte-esque. Écoute, on dirait que je vois plus elle ressemble un peu plus à Charlotte, mais au niveau de la précision in-ring, je vois un peu plus Bayley elle. Parce que je la trouve très clean, très sécuritaire dans ce qu'elle fait. Et oui, un match. Kelly Jordan, on s'entend, elle est beaucoup plus explosive, puis genre, elle essaie des trucs plus difficiles. Ça marche quand même pas mal tout ce qu'elle essaie, mais des fois c'est moins. T'as un petit peu peur pour le mouvement, il va-tu réussir ou pas. Oh, oui. Mais elle prend du galon, mais avec Sol Ruka, ça a bien fonctionné. Fait que je trouvais qu'il y avait vraiment une très bonne chimie entre les deux. Très bon match, encore une fois. Des mouvements très... un peu sortis nulle part, très unorthodoxe. Une bonne chimie, un beau high flying aussi de Jordan. Et non, j'ai bien aimé Sol Ruka. C'est la première fois que je la voyais, moi. Parce que je regarde juste le produit pay-per-view, PLE, du côté de NXT. Puis je l'ai quand même bien apprécié. Je trouvais qu'il y avait un beau potentiel. Puis je la verrai éventuellement faire ça. Je pense qu'il manque un petit côté, je pense, dans le personnage de Sol Ruka. J'ai l'impression que je la trouve un petit peu beige dans son personnage. Que je pense mériterait d'être... avant d'être poussé un peu plus haut, mais devrait développer un peu plus ça. Mais au niveau in-ring, c'était très bon. Puis Jordan, je trouve, elle est bonne pour aller capter le public. Fait que c'est Jordan qui l'emporte, qui garde la ceinture. Fait que un autre très bon match, j'ai bien aimé. Ensuite, on a eu un match par équipe. Fait que les champions par équipe, Nathan Fraser, Axiom, qui me font des fois un peu peur, plus Nathan Fraser qu'Axiom. Contre Chase U, c'était parce que comme un clan, Chase U. Fait que là, c'était Andre Chase et Duke Hudson. Duke Hudson, qui a été un peu ma petite étoile de ce match-là, qui est comme il fait le personnage un peu du nerd de Chase U. Et qui est très bon. En tout cas, j'ai vraiment trouvé efficace dans ce match-là pour qu'on embarque, qu'on veuille. Et bizarrement, le momentum du match, parce que c'est un peu les méchants, mais là, ça a comme changé durant le match. Les gens étaient pour Chase U, puis c'est quand même le fun à voir. Nathan Fraser, là-dessus, m'a pas fait peur dans ce match-là. Axiom a toujours été bon, comme d'habitude. Mais un bon match d'équipe très... en tout cas, ultra bien monté. Genre, les séquences, là, les changements, les transitions de séquences, c'était hyper bon. Il y a eu beaucoup de chants This is Awesome, beaucoup de chants NXT dans ce match-là. Fait qu'un match que je vous conseille. C'était vraiment une très forte carte, moi, j'ai trouvé, là, de NXT. En tout cas, ils ont sorti des excellents matchs. Très cool. Et un peu surprenamment parce que, on dirait, j'aurais peut-être donné la victoire à Chase U, mais c'est Axiom et Fraser qui ont décidé de garder. Et à voir si on installe éventuellement peut-être une petite dispute entre les deux pour faire que l'équipe explose ou implose. Hein. Ensuite, on a eu le match entre Lola Vice ainsi que Roxanne Perez pour le Women's Championship. Écoute, bizarrement, moi j'ai trouvé que c'était le moins bon match de la carte, mais c'est pas parce que c'était un mauvais match, c'est parce que la carte était tellement forte, j'ai trouvé hyper... c'est ça, on va dire c'est le match qui m'a le moins plu, un peu, des trois, et un peu un court match également, seulement 13 minutes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Roxanne Perez, je sais pas pourquoi ils laissent pas des matchs plus longs que ça, je sais pas s'il y a une question de... développer, de bien monter. On dirait que c'était la même chose avec lorsqu'elle s'est pris contre Jordan Grace. Ça a été un court match. Fait que je sais pas s'il y a un côté genre protégé pour la blessure ou quelque chose qui veut qu'on... En tout cas, elle fait des courts matchs. Puis j'ai l'impression qu'elle a le talent pour en faire des plus longs. Mais on lui donne pas vraiment la chance. Ça a quand même été un très bon match. J'ai préféré ce match-là à celui contre Jordan Grace. Quand même.
Puis, écoute, le Pop Rocks, c'est quand même un bon mouvement. Là. C'est dans le fond un Canadian Destroyer fait, mais c'est un bon mouvement pour légitimer les victoires de Perez. Puis, il y a quelqu'un qui a le kick-out du Pop Rock, fait qu'il en a fait un deuxième. Ouais, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'on stagne un petit peu du côté de Perez. Okay. On raconte un peu tout le temps les mêmes histoires à l'intérieur de ces matchs, fait que je pense qu'il mériterait peut-être un petit changement. Ouais, un changement de caractère, de character. Ouais, ou peut-être. Ben, j'ai l'impression que c'est plus. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est les opposants qui devraient peut-être amener quelque chose d'autre de nouveau. Ah, ok. Face à l'histoire qu'on nous raconte face à Roxanne Perez, parce que je trouve qu'on est tout le temps un peu dans le même canevas au niveau des histoires in-ring et des histoires aussi qui amènent au match. Okay. Et finalement, le main event que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un Fatal 4-Way entre Trick Williams, Javon Evans, Sean Spears et Eden Page. All you go. Et là, un booking vraiment très surprenant que j'ai bien aimé. Un match aussi super bon. On vendait tout le long le fait que Trick Williams devait genre défendre. C'était un classique sur un Fatal 4-Way puis que le champion doit tout le temps aller briser les comptes puis parce qu'il veut pas perdre la ceinture en n'étant pas sur le pin, genre. Fait que tout le long du match, c'était pas mal ça qu'on voyait. On attaque. Tout le monde s'attaquait un petit peu plus à Javon Evans qui était le plus petit, mais qui était quand même très bon. Mais on sentait qu'il y avait beaucoup de mouvements qui étaient faits sur lui parce qu'on sentait qu'on pouvait aller faire le pin sur lui du côté de Sean Spears et Eden Page. Et Trick Williams qui venait tout le temps briser les comptes, briser les comptes, jusqu'à temps qu'il soit pas capable de briser le compte, qu'il fasse lui-même son finisher sur Javon Evans, qu'il fasse ensuite son finisher sur Eden Page. Eden Page tombe à terre du finisher sur Javon et pin de cette manière-là et remporte la ceinture sans qu'il le sache parce que il vend le fait qu'il vient d'avoir une commotion cérébrale. Il n'est plus là, il n'est plus dans notre monde, mais il remporte tout de même la ceinture sous les yeux comme extrêmement comme de genre Trick Williams qui capote puis qui en revient pas, qui vient de lui-même se coûter la propre victoire. Fait qu'un super bon. Je vous le conseille là, de le voir en l'entièreté, là, ce NXT Heatwave. Mais le main event, aussi Trick Williams, je trouvais qu'il vendait bien les émotions, un peu plus de jouer le nouveau acting. Là. Quand il voit que le pin est en train de se faire puis qu'il est en train de perdre sa ceinture sur son propre move, la face qu'il fait, il est comme non! C'est hyper bien joué, la caméra est bonne. Fait que ouais, bien aimé. Cool. Et surprenamment, Eden Page remporte la ceinture NXT. Fait que quand même. Un Canadien, un gars d'Hamilton qui est pas loin de Toronto, qui gagne à Toronto, j'adore ça. J'aime tellement ça. Là. L'histoire derrière ça, là. Oh, c'est le fun. Puis la manière qu'on l'a fait, je trouvais que tout le monde a bien sorti de ce match-là. Peut-être John Spear qui est un petit peu moins bien sorti, mais je trouvais Eden Page solide, je trouvais Javon solide, j'ai trouvé Trick Williams solide. Fait que vraiment bravo. Obafemi Wesley, ça a bien ouvert la carte. Écoute, c'était vraiment un bon pay-per-view que je crois que j'ai préféré. Je pense que j'ai préféré Heatwave à Money in the Bank. Fait que vous nous le direz dans les commentaires, vous, si vous avez vu les deux. Mais moi, c'est ce que j'entends. Quel des deux vous avez préféré? C'est ce que j'entends dans tous les podcasts que j'écoute. Tout le monde fait comme Heatwave, du rabat. Ça, du rabat cette fin de semaine-là, côté pay-per-view. Mais c'est qu'on dirait que c'est ça, moi, j'ai un peu moins apprécié, même si beaucoup ont aimé ça, le cash-in de Drew, mais je trouvais ça un peu trop prévisible. Et j'ai pas aimé le fait qu'on mette pas ça en main event, justement. Ouais. On dirait que ça l'enlevait un peu. Fait on dirait au niveau du booking, j'étais moins satisfait du côté de Money in the Bank. Versus, je trouvais que le booking de Heatwave était irréprochable. L'ordre des matchs était excellent. Le temps qu'on a donné à tout le monde. Puis, tu sais, quand ton moins bon match est celui de Roxanne Perez, parce que, tu sais que t'as un bon show, là, tu sais. Fait que, dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis si vous l'avez pas vu, ben allez regarder parce que celui-là, il vaut la peine contrairement au dernier Breakthrough. Lui, il était moins spécial. Et on va revenir sur toute la dégustation de la semaine de beaucoup trop de semaines du 26 juin jusqu'au 13 juillet. Fait que un bon 2 semaines. On va essayer d'enchaîner ça, la gang, parce que il y a beaucoup de matchs. Fait que tout d'abord, on commence ça, parce qu'on avait déjà fait le Raw de ce lundi-là, du 24 juin. Fait qu'on va commencer avec le Dynamite du 26 juin.
promo d'abord de MJF, Daniel Garcia et Will Ospreay. Ouais. T'as aimé ça, toi, Pierre? Ouais, j'ai bien aimé c'est MJF qui ouvre la carte, il vient de revenir, le monde est content. Il y a son code de cuir, son genre de personnage un peu rip-off de ce que Triple H faisait dans le temps. Il arrive, il est super, il est content d'être là, super, babyface, mais badass. Et c'est de Daniel Garcia qui vient l'interrompre et c'est MJF qui lui tend des fleurs, lui dit comme Ouais. hey, t'es super bon, t'es excellent, mais t'es pas d'une famille de lutteurs, tu mérites d'être là, tu mérites d'être un des piliers. Donc, je t'offre la chance de pouvoir peut-être lutter à All In. Je t'offre one-on-one contre moi à All In. Je te le donne, je te l'offre sur un plateau d'argent. Tu le mérites. Et c'est Will Ospreay qui interrompt tout ça et qui met MJF en tabarnane. Et Ospreay vient offrir pour la semaine qui s'en vient, le Dynamite de la semaine prochaine, une chance au titre international à Daniel Garcia. Garcia qui a tout cuit dans le bec, il a rien fait il a rien demandé plutôt, il a quand même travaillé fort. Donc tout est là et on place un peu les pions pour ce qui va s'en venir avec MJF et un peu ce qui va s'en venir aussi avec Ospreay dans le futur. Fait que, tu sais, là, c'est un peu dur de moi, parce qu'on revenir... sait ce qui s'en vient dans le futur, mais j'essaie de rester vraiment dans le moment. Et dans le moment, j'ai pas eu ça. J'ai vraiment aimé un peu toute la dynamique de tout le monde et même de MJF qui s'efface un peu en arrière et qui écoute ce qui se passe, qui est pas naturel pour lui de juste s'effacer. J'ai aimé un peu ce qu'on nous a présenté avec tout ça et de donner à Garcia ce qu'il mérite aussi. Parfait. Moi, j'ai trouvé, justement, que c'était très... un peu. Là, c'est ça. C'est que c'est rendu weird, un peu la All Elite Wrestling. Tu sais plus si c'est dans les storylines ou si c'est juste garoché pour être garoché. Genre. Ouais. Fait que là, j'étais un peu là-dedans, puis je trouvais que ça fitait pas tant que ça avec le personnage d'MJF. Le fait qu'il soit aussi, genre, emballé par Garcia. Puis c'est un peu. Ce côté-là, on dirait, m'avait déjà mis la puce à l'oreille que je trouvais ça weird. Mais en même temps. Ce qui faisait que ça l'était peut-être pas, c'était le fait qu'on book souvent de cette manière-là. Fait que, au final, j'ai eu raison. Il a trouvé que c'était weird. Mais, sur le coup, j'avais pas de temps apprécié, mais je trouvais que c'était mal un peu fait. Je trouvais que c'était un peu garoché, tout ce qu'on nous présentait. Fait que, mais clairement, toi, t'as aimé ça. Fait que, je vais le dire, puis je pense que je l'avais souligné un peu l'épisode de jeudi passé où, moi, ce que MJF nous présente depuis qu'il est revenu, je suis pas un grand fan. Je trouve que ses promos manquent un peu de naturel, de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Puis on va même, je me projette dans le futur, là, même ce qui dans le futur du passé, là, mais le futur de l'épisode, mais le passé pour les gens, tu vois, le temps. Puis je suis pas un gros fan de ce que MJF nous présente présentement, mais c'est MJF, fait que c'est dur d'aller en bas d'un 7 sur 10 dans tout ce qu'il fait, mais je suis pas aussi impliqué que je l'étais il y a une couple de mois. Sinon, d'autres promos, je continue là, dans les promos, là, tant qu'à parler des promos dans ce Dynamite-là. C'est, Mark Briscoe nous fait des belles promos là, super intenses là, backstage, puis O'Reilly qui essaye de faire la même promo que Briscoe, qui essaie de comme suivre son énergie, puis là, O'Reilly qui décroche complètement, qui fait comme, je suis pas capable, je sais pas comment tu fais pour être capable de garder ce tempo-là, puis moi, il est comme, lâche pas, t'es capable, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir. Hein. Là, il s'en va, puis O'Reilly qui le suit, c'est un malade, cet homme-là, je l'adore, puis là, il continue, c'est du bon stupide, c'est du bon innocent. C'est très bon. Moi, j'aime vraiment ça aussi, ce que Mark Briscoe fait, puis la dynamique qu'il a avec travers ce genre de clan-là. C'est effectivement très bon, ça me fait rire à chaque fois, puis ils réussissent à renouveler la formule aussi à chaque fois. Bravo, je suis d'accord là-dessus. Ensuite, on a eu Shirakawa, qui a essayé de frapper Tony, mais que là, il a frappé qui a fait Maria. Puis là, ça, c'était comme pour installer le match qui s'en venait entre Tony et Shirakawa. Fait qu'à ce moment-là, je suis assez d'accord là, avec toi là-dessus, mais j'ai l'impression que ça l'installait super bien, ce qui nous amenait vers le pay-per-view. Puis finalement, le pay-per-view, il n'y a rien vraiment qui s'est passé. Puis vous l'avez vu dans le dernier épisode, on était un peu déçus de ça. Le fait qu'il n'y a pas eu de payoff, puis qu'il y a eu un revirement comme à 180 degrés en dedans de 10 secondes des attitudes de tout le monde. Puis tout le monde était des amis, puis nanana. Fait que tu sais, le fait aussi que ça soit Shirakawa qui pitch l'espèce de pot d'en face de Maria, puis là, Tony vient comme consoler. Tout ça installait plein de choses que j'ai l'impression qu'on n'a pas utilisé dans le match, qu'on a comme oublié. En tout cas, j'ai trouvé
comme ça, j'ai trouvé ça bon, mais j'ai trouvé ça plate et on l'utilise pas Sur le moment, dans le match. Si on reste dans le moment, on analyse le moment, Ouais. super le fun, ça installe quelque chose qu'on n'a pas capitalisé dessus par après. Mhm. Fait que, tu sais, là... Fait que je trouvais ça bizarre qu'on capitalise pas, parce que je trouvais ça super bon. Exactement. Puis là, vous allez voir tout au long là, de l'épisode, là, on se projette dans le thé. On analyse un peu différemment parce qu'on sait ce qui s'en vient, mais ça reste que, regarde, c'est ça, là. Fait que ouais, je suis quand même d'accord là-dessus. Puis on en a parlé déjà du match qui s'est passé, excellent match, mais la suite a été un peu poète-poète. Et moi, le match que j'ai retenu, en fait, pour le Dynamite du 26 juin, puis s'il y a un match à aller voir, c'est celui de Kyle O'Reilly contre Zack Sabre Jr. Beaucoup de grappling, gros match technique. Moi, j'aime ça, un peu le clash des deux styles. T'sais, Kyle O'Reilly qui est très kickboxing, qui est très intense, coup de poing, coup de coude, qui est capable d'être au sol, mais qui essaie toujours de revenir. Et Zack Sabre Jr. qui est juste trop fort, puis qui reprend tout le temps au sol, puis qui va rechercher la jambe, puis qui va chercher le bras, puis qui le ramène au sol. O'Reilly qui s'en sort, qui remonte, qui essaie de donner des kicks, mais c'est Zack Sabre Jr. qui reprend tout le temps le dessus. Fait que super bien raconté, niveau histoire, dans les deux styles qui se rencontrent. Fait que pour aller voir, si vous connaissez pas beaucoup Zack Sabre Jr., puis vous êtes peut-être pas un fan de ce genre de match-là, allez voir ce match-là. Fait que ça installe bien quand même ce qu'il est capable de faire. Puis on n'est pas toujours au sol. L'énergie est le fun. Puis c'est pas trop long comme match, 12 minutes peut-être. Fait que ça vaut la peine. Puis ce match-là, moi, il me faisait beaucoup penser pour... je sais, mais il y en a ceux et celles qui apprécient les arts martiaux mix, la UFC, tout ça. Ça avait un peu une genre de construction, un peu de UFC. Oui. L'autre veut l'amener l'autre dans sa force, puis les deux, genre... En tout cas, c'était intéressant comme construction de match de lutte. Je trouvais qu'il y avait un parallèle facile à faire avec un match de UFC. Genre. Là, c'est ça, exactement. Ouais. Puis que tu veux amener ton adversaire dans ta force à toi, mais tu veux pas qu'il t'amène dans la sienne. Non, c'était bien fait comme match, effectivement. Et c'est ce qui conclut. Parce qu'on va y aller un petit peu plus rapidement. C'est ce qui conclut le Dynamite du 26 juin 2024. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce Dynamite-là. Ça fait un petit bout quand même, hein, quand on tourne de vidéo, que c'est sorti. Prochain match, c'est le SmackDown du 28 juin, qui était live au Madison Square Garden. Et quand tu dis peu importe, house show ou pay-per-view ou show live au Madison Square Garden, normalement, c'est supposé être un gros show. Peu importe ce que c'est. Ça se passe au Madison Square Garden. Et ça s'est passé. Je pense ça s'est passé. On a eu un beau squelette d'épisodes complets qui tournent autour de la Bloodline et de Paul Heyman qui est bon pour jouer. En tout cas, cet épisode-là, l'étoile va à Paul Heyman. Là, il était tellement bon pour raconter toute l'histoire, son histoire à lui, mais également l'histoire du Bloodline. Faites-nous le petit résumé là, de tout ça. En fait, moi, c'est le seul élément que j'ai retenu dans cet épisode-là, parce qu'on était un peu dans les matchs tournois là, de triple menace pour savoir qui allait au Money in the Bank dans le match à échelle. Fait que c'est des matchs qui sont pas très mémorables, là, où il y a un vainqueur là, qui sort de là. Fait que c'est pas des matchs duquel je vous conseille nécessairement d'aller voir, parce que c'est plus des histoires qui sont racontées que des matchs, nécessairement des histoires à court terme, parce que Money in the Bank est déjà passé. Ça, on sait. Par contre, la trame narrative qui s'est passée tout le long de l'histoire, c'est Paul Heyman qui est clairement... il est plus là, il est complètement, en bon français, on dit décrissé, débiné. Il est pas là. Les cheveux pas faits, la barbe pas faite, les yeux rouges, il a pas dormi. Ça fait plusieurs jours, puis Paul avertit Solo que Fatou est dangereux. En début d'épisode, on commence avec ça. C'est super, super clair que Paul est nerveux avec toute l'équipe. Et Solo lui confirme que Fatou, inquiète pas, Fatou est pas là. Il est pas dans l'arena, il est pas au Madison Square Garden. Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes entrent sur la rampe, direct en début de show. Et le Bloodline vient les attaquer sans Fatou, bien évidemment, parce qu'il n'est pas là, et je mets des guillemets ici. Il y a eu des gardes de sécurité, un gros sell de la part d'un garde de sécurité sur le Crossroad. Vous avez sûrement vu des clips passer, là. Tellement un gros sell. Là. Le garde de sécurité, qui clairement est un lutteur, là, un lutteur indie sûrement là, de New York, là, les alentours, qui l'a vendu, qui a rebondi dans les cordes, qui a rebondi à terre. Tellement bon. Et on voit Paul Heyman un peu tout le long, des segments très courts, où on le voit de plus en plus débiné tout au long, parce qu'à la fin de l'épisode, ça va être le genre de segment de festivité où on acknowledge Solo comme
la tête de la table, head of the table, et comme le tribal chief plutôt. Fait que le segment commence, tout le monde dit je t'aime, Solo, je sais que t'es là comme. Je te reconnais. Je te reconnais comme chef de la tribu. C'est toi, le maître. Et quand ça arrive autour de Paul, il dit Solo, je t'aime, mais tu n'es pas le chef de la tribu. Et il se met à pleurer. Et aussitôt, par Cloud, les coups de je t'aime, direct dans la gorge, Cloud des grains. Les likes dans la gorge, ting. Et il y a eu un gros powerbomb à la Shield. J'adore que le Bloodline 2.0 reprenne le powerbomb de la Shield où ils vont mettre la personne sur les épaules de Fatou et les deux autres qui viennent l'aider pour rentrer le bon Paul Heyman dans la table des annonceurs. Ça se finit sur cette image-là, complètement dévastatrice. C'était un SmackDown pour cette histoire-là. Ça vaut vraiment la peine maintenant. Ça nous a un peu mis la puce à l'oreille que Roman allait peut-être revenir à Money in the Bank. C'est un peu ce qu'on avait discuté là, quand on parlait dans le preview pour le pay-per-view. Où on était comme, il va sûrement se passer quelque chose finalement. Il ne s'est rien passé. On s'attendait peut-être à quelque chose aussi dans les SmackDown qui allait suivre Money in the Bank. On va en parler plus tard dans l'épisode. Il ne s'est pas encore passé grand-chose. Est-ce qu'on est en train d'installer le Bloodline comme étant imbattable? Oui, clairement. On les met comme l'équipe à battre avec un incroyable Jacob Fatou. Je vous parlerai dans le SmackDown là, de la semaine prochaine, ou dans un ou deux SmackDown là, qui s'en vient, là, où Fatou, je trouve, qui a mieux paru que dans Money in the Bank. Bref, ce SmackDown-là, allez voir ça juste pour le dernier 10 minutes. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Mais j'ai pas non plus haï moi le match de qualification entre LA Knight, Logan Paul et Santos Escobar. Oui, ça raconte l'histoire où LA Knight pin le champion. Le champion, puis il y a eu. Tu sais, puis il y avait tout. On a bien raconté tout le fait que, tu sais, Paul veut tricher à des moments avec la station mettre contre lui. Fait que ce match-là, je l'ai quand même trouvé bien ficelé. Ça a été un 14 minutes. Puis aussi, c'est quand même rare qu'on voit Logan Paul à la télé gratuite. Fait que c'était. Je le mentionne si jamais vous voulez un match. Selon moi, c'était le meilleur match de ce SmackDown. Ensuite. Prochain épisode, c'est le Collision qui suit, Collision du 29 juin. On a eu, et là, c'est drôle parce que on a quelqu'un qui fait déjà plus partie de la compagnie et qui est chez l'adversaire. Incroyable. Et on aurait presque pu, écoute, s'il l'avait mis cette semaine, ça aurait pu en plus qu'il le mette cette semaine, là. On aurait pu faire deux fois des reviews de Baker, mais dans deux compagnies différentes. Mais il y avait Baker contre Lady Frost. Lady Frost, que j'aime beaucoup. Et Stephanie Baker. C'était comme notre manière de la découvrir parce que le pay-per-view suivait. Fait que c'était comme un peu son match pour montrer un peu comment qu'elle était, c'est quoi son moveset. Oui, pis c'était pas. J'ai aimé, mais c'était pas un squash. C'est vraiment. On continue à découvrir Lady Frost, qui est super. J'adore l'agilité, la puissance qu'elle nous donne. Elle fait un genre de flip par en avant. Comme si ça marche, puis elle fait une flip, comme si elle s'arrête pas, puis elle finit par un cannonball dans le coin. C'est super, super beau. Vraiment un match en deux temps où Vacker et Stephanie Vacker qui attaque au début. Lady Frost qui reprend finalement l'offense pour la deuxième moitié, mais Vacker qui est plus forte, plus résiliente, réussit à gagner finalement des très très bons matchs pour découvrir l'offensive des deux filles, mais aussi pour découvrir Vacker finalement qui a été carrément découverte, là, on s'entend. Là. Oui, elle a tellement été découverte qu'on l'a signé de l'autre côté, fait que ça c'est découvert. Faut le faire. Et nous, nous aussi, les vidéos qu'on parle de Stephanie Vacker, je sais pas pourquoi, Tabarouette, ils fonctionnent bien, fait que j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à l'apprécier également. Oui, et elle sort un peu de nulle part, mais Tabarouette, elle a signé, on vous le dit. Elle a signé du côté de la WWE. Donc, c'est servi du tremplin qui a été Forbidden Door pour se négocier un beau petit contrat. Et tant mieux pour elle, mais quand même, tu sais, c'est rapide, là, tu sais. Elle a coupé les contrats, Elle a coupé les contrats, littéralement, qu'elle avait avec la CMLL et avec la New Japan. regarde, c'est sa business à elle. Exactement. C'est des petites PME à eux-mêmes, fait qu'ils gèrent leur stuff comme ils peuvent, fait comme ils veulent. Fait que, bravo pour la signature. Quand même, puis la WWE qui fait une acquisition incroyable du côté féminin. Fait que, tant mieux. Mais qui enlève aussi l'herbe sous le pied à une division qui commence à s'améliorer. On s'entend à la All Elite Wrestling, mais qui aurait pu bénéficier de Stephanie Vacker. Il faut capitaliser sur des bonnes lutteuses comme Lady Frost qui travaillent fort. C'est ça. Mais donnez-lui un petit peu plus un bon petit push, là, puis pas juste à Collision, amenez-la également à Dynamite.
Ensuite, on a eu un match 3 contre 3. Jack Perry, El Fantasmo, Konosuke, Takeshita. Les 3 qui sont, les 6 qui sont qui vont être dans le lendemain au le match à échelle. Ils se prenaient contre Mark Briscoe, Dante Martin et Lio Rush. Fait qu'un classique, les gentils contre les méchants, dans un match qui s'en vient le lendemain. Ça a bien mis la table sur tout. Oui. On avait aussi, un peu comme le lendemain, Jack Perry qui restait un peu en arrière-plan à l'intérieur de ce match-là. Là, puis qui faisait juste genre briser les piles. Mais il faisait un peu la même chose et tout dans le match. Fait que j'ai l'impression, je sais pas si, mais quoi que... On l'a vu cette semaine, il avait l'air en forme, tu sais, mais à ce moment-là, je me disais, il est-tu blessé, il est-tu quelque chose pour qu'on le protège de cette manière-là? C'est son personnage, moi, je pense. C'est vraiment son personnage là, qui joue comme ça. Là. Je suis persuadé. Et en tout cas, très bien fait. Ça a été un match classique de l'All Elite où il n'y a rien qui est légal, puis on comprend rien. On sait pas qui. Et on sait pas qui a tagué qui, comment. Tout le monde se garoche partout. Il y a même eu un gros spot où Lio Rush dive entre la première et la deuxième. Après ça, El Fantasmo qui suit puis qui dive entre la 2 puis la 3. Par exemple, Dante Martin qui saute par-dessus. Tout. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis des bons gros spots. Ça mettait vraiment la table pour tout ce qui s'en venait dans le match à échelle. Bien aimé. Bien aimé. Puis quand même surprenant dans le sens où on a un match qui arrive dans pas long, qui nécessite des gros spots. Fait que j'ai quand même trouvé ça audacieux au niveau du booking de faire un match où on fait autant de spots aussi. Ça, pourrait créer une blessure. Mm-hmm. Exact. Fait que on s'entend probablement que le Collision avait été enregistré en même temps que le Dynamite, mais tu sais, même à ça te donne juste un 4 jours, 5 jours de repos. Là. Fait que... En tout cas, il est audacieux là-dessus. Fait que c'est les 2 matchs qu'on vous conseille pour ce Collision du 29 juin. Dites-nous dans les commentaires, vous, s'il y a d'autres choses que vous avez remarquées, que vous avez aimé dans ce match, dans cet événement-là, Collision. Ensuite, le Raw du 1er juillet. 1er juillet était la fête du déménagement et du Canada, ici, au Canada, au Québec. Mais il y avait un Raw qui était là. Fait que d'abord, on a eu un espèce de segment de Raw où c'était là qu'on savait pas si c'était Chad ou c'était Jay, puis qu'on lançait un peu des curveballs, comme on dit. Fait que Chad qui était comme, oh, c'est peut-être toi qui vise, c'est peut-être pas toi qui vise. Jay est comme, non, mais j'ai demandé l'autorisation, ils peuvent les garder, les Firefly, mais ça peut être des cockroaches, je m'en fous. On est comme, pas certain, qui. Exact. Puis le mode promo, il est là, il y a une intervention de la Wyatt. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça bon, comment le visuel de ça. Parce que c'était comme tous les personnages. Tu sais, Chad qui essayait de se sauver, mais partout où il partait, t'avais comme un des personnages de la Wyattique qui était là, puis qui était comme, oh non, tu ne viens pas par cette entrée, tu ne viens pas. Et le visuel était très beau. Lumière bleue avec l'ombrage autour. Fait qu'on permettait également de voir... un peu l'aura des autres personnages, pas juste Uncle Howdy, pas juste non plus Nikki Cross. Et Nikki Cross, Abby the Witch. Et là, Abby the Witch va mener la petite boîte encore une fois avec un VHS à l'intérieur et une bonne promo VHS. Et tu sais, là, nous, parce qu'on a tout analysé, nous, ce qui se passait à l'extérieur du produit télé, mais je trouve que ces segments-là, on va revenir également au prochain, mais ça l'explique bien ce qu'on a analysé en amont, nous, de notre côté, dans les différentes mises à jour de code QR, parce que ça met tout le monde au même niveau pour expliquer l'histoire. Et là, ça, c'était un peu le VHS qui expliquait que Bo Dallas et Uncle Howdy, si vous n'aviez pas compris, c'est la même personne. Fait qu'on avait encore une entrevue, mais là, les deux, à la fin, ils disaient la même chose, puis ils s'interchangeaient de place, puis finalement, ils fusionnent, puis on comprend que c'est à ce moment-là que Uncle Howdy a pris possession ou que Bo Dallas a accepté d'être pris en possession par Uncle Howdy. Fait que ça a bien expliqué ce qu'on savait déjà, mais si, mettons, t'as pas suivi ça, les codes QR, puis tu fais juste te demander qu'est-ce qui se passe, ben, je trouvais que ça l'expliquait bien, l'histoire, et pour bien comprendre c'est quoi les motivations derrière Uncle Howdy, puis dans un segment de 3-4 minutes, bien expliquer ce qui se passe. Fait que bravo pour ça. Ensuite, on a eu une super bonne promo entre Sami Zayn et Braun Breaker. C'était celle-là où celle-là était en amont du Money in the Bank? Avant Money in the Bank, celle-là. Fait que c'était... OK. Ça, c'était la promo où Sami... On a couru, il a évité, il est rentré dans la barricade, exactement. Sami qui disait à Braun, là, tout simplement, que on m'a pris... on m'a abattu, on m'a fessé dessus 1000 fois, on m'a descendu 1000 fois dans ma carrière, mais à chaque fois, je me suis relevé.
Fait que c'est pas du monde comme toi, c'est pas des gars comme toi Ouais. qui me font peur. Puis c'est pas. Fait que c'est là où, oui, je pense qu'il y a eu un spear qui a été fait de la part de Braun. Sami a roulé en dehors du ring. Braun aussi a fait le tour, mais Sami a fait un leapfrog par-dessus et Braun qui rentre dans les escaliers. Donc, on avait déjà reparlé un peu dans le preview. Fait qu'on s'éternisera pas là-dessus, mais super belle promo comme d'habitude. Sami, toujours excellent. Toujours excellent. Ouais. Pour bien vendre le match, là, c'était très bon. Vraiment. Puis moi, je trouvais que ça l'installait également peut-être une victoire. Parce que c'est Sami un peu qui ressort fort, là, cette promo-là. Ouais, mais oui. C'est juste avant. Fait que j'étais comme, oh, c'est une victoire de Breaker. C'est ça. Ou... C'est ça. Je suis d'accord là-dessus. Fait que ça a bien été installé. Ensuite, l'excellent match. Ça, c'est vraiment un très bon match entre Drew, Sheamus et Ilya Dragunov pour leur place dans le Money in the Bank. Évidemment, on le sait, c'est Drew qui a gagné ce match-là. Mais c'était vraiment un bon match de... Écoute, les trois se complétaient. Mais on sait déjà que Drew et Sheamus ont vraiment une très bonne chimie, là, les deux. Là. Et Dragunov. Rajouter Dragunov à ça, avec, il est un peu plus petit, il a une intensité et tout, un peu semblable aux deux autres. Plus petit. Ça fitait bien. Mais avec son charisme, son intensité, on dirait qu'il est la même grosseur que les deux autres, tellement il en donne. C'est ça. J'ai écrit dans mes notes, le violent, intense, exactement comme j'aime mes matchs. C'est drette ça, là, ça tombe dans mes cordes, là, des gros messieurs qui se tapent dessus. Là. C'était vraiment bon. Vraiment, vraiment bien bon. apprécié l'espèce de beau spot de Tower of Doom des trois qui se font pitcher. Puis la fin, parce qu'on tasse un peu Dragunov de l'équation. Puis là, on nous rappelle un peu l'histoire qu'il y a eu entre Drew et Sheamus. Puis là, l'espèce de face-à-face où on va faire un drop. Tu sais, je me sentais encore une fois, j'aime bien ça, cette image-là, mais comme Dragon Ball où les deux chargent leur finisher. D'un côté le Broad Kick, d'un côté le Claymore. Finalement, bon, le coup de genou d'en face. Il se relève, boum, se revient de bord, mange un Claymore et Drew remporte la victoire. Un peu... c'est pas volé, mais tu sais, j'ai bien aimé tout ça. Cette fin de match-là était bien écrite. C'était mon meilleur match de qualificatif pour les Money in the Bank. C'était celui-là. C'est très bon. Fait que, on vous le conseille si vous voulez le voir dans le Raw du 1er juillet. Et c'est ce qui complète ce Raw-là de ce qu'on a apprécié pour le 1er juillet. Ensuite, on a le Dynamite du 3 juillet qui avait une thématique, parce que alors l'Elite, on a ça des thématiques, mais c'était la thématique Beach Break cette semaine. Fait qu'on a eu d'abord un début de spectacle encore avec MJF. Et là, on rappelle du Dynamite qui était la semaine dernière, qui était full du côté de Daniel Garcia. Puis encore une fois, je trouvais le tout un peu bizarre, un peu phony. Je trouvais que ça fitait pas avec normalement le personnage de MJF. Fait que là, il vient l'encourager, puis il est comme, let's go, je vais te supporter pendant le titre international. Puis là, j'étais tout... MJF fait pas ça, là. Venez ringside. Daddy Magic l'avait senti aussi. Il est en arrière, t'es comme, je suis pas certain. C'est ça. Ça sentait un petit peu trop prévisible pour moi. Moi, je pense que j'aurais préféré la victoire, puis que là, MJF vienne par la suite, après le match, en peu en run-in. Et là, parce qu'il dit qu'il va être ringside. Aurait pas beat. Ouais. Le fait qu'il soit ringside, j'étais comme, c'est sûr qu'il arrive de quoi. Il est pas MJF ringside. Fait que je pense que je l'aurais peut-être fait un peu plus en run-in pour genre faire, hey, t'as été bon, puis ensuite un face-à-face avec Osprey, puis là on pense, ça fait juste installer le match de la semaine suivante. Mais non, bang, il turn sur Garcia. Je pense que ça a été un meilleur booking, selon moi, pour tout ça. Mais bref, l'entrevue avec René, c'était quand même bien. Ça a bien ouvert, mais moi je trouvais que c'était un petit peu prévisible, tout ça. Cependant, un truc qui était... non, c'est un petit peu prévisible parce que moi j'avais quand même Bryan Danielson depuis longtemps le gagnant. Mais leur match pour savoir qui avançait à la One Heart, excellent. Écoute, Danielson contre Pac, c'était un excellent match, très bon match. Et un peu... en tout cas, je te laisse y aller, mais on connaît les deux lutteurs. C'est exactement le style de match qu'on a eu. Un excellent match technique. T'es un gros, très super rythme. T'es les deux qui laissent pas beaucoup de temps mort. Qui laissent des temps morts, mais t'es au bon moment pour laisser la foule réagir. C'est ce que j'aime beaucoup des gars qui sont passés par le système de la WWE, c'est que la WWE, on leur apprend à bien faire respirer un match. Ce que des gars, souvent, vont apprendre naturellement. Un gars comme Orange Cassidy, là, naturellement, même s'il n'est jamais passé par la WWE, mais des fois, on sent que des gars que ça fait, je sais pas, 10, 12, 15 ans qui luttent dans les Indies n'ont pas ce réflexe-là, puis qui vont juste enchaîner des spots, mais des fois, de faire respirer un match, même si le rythme est enflammé, faire respirer un match à certains endroits, ça rajoute encore plus. Et Danielson qui continue à vendre son coup tout le long, puis Pac qui vient juste capitaliser là-dessus, puis qui vise le coup à Danielson sur quelques moments.
Pac utilise depuis quelques matchs la descente du coude, puis j'adore ça. Ah, ça rentre là, violent. Il en a fait un, là, une descente du coude de la barricade au sol directement. Ça rentre super bon. La fin, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a un Bossai Koni que Danielson n'a pas été capable de comme capitaliser. Il n'a pas été capable de se rendre tout de suite pour faire le pin. Quand il s'est rendu, finalement, ça a été contré contre un brutalizer de la part de Pac, que lui a tourné ça en double lock, que lui a comme contré ça en petit paquet, que lui a contré ça en crucifix, puis c'est Brian qui a eu le pin. Super belle fin, très technique, qu'on contre un à l'autre, on se connaît super bien. C'est un beau rappel de la semaine d'avant. La victoire de Pac sur Claudio Castagnoli, qui s'est terminée dans un espèce d'échange back-à-back de petits paquets, petits paquets. Fait qu'on dirait que c'était comme s'il avait regardé le tape, puis là il a fait « Ah, je vais t'avoir ce coup-là. » J'ai comme trouvé ta faille dans le match contre mon ami Claudio, puis là je vais réussir à te piner. Et Pac à la fin, tu sais, dans le petit comme « Ah, tu sais, j'ai perdu. » Tu m'as eu, c'est ça. C'est ça. Fait que bien apprécié effectivement ce match-là, un bon match technique. Par la suite, l'espèce de... On commence à installer dans Comment Pas Vite le Blood and Guts. Fait que là, c'est encore Mark Briscoe qui fait, comme toujours, il a fait on aime une bien ses promos. C'est bon, il est tout seul sur le ring, ça fonctionne. Mais c'est The Elite qui vient le... Christian voler, tout simplement. Roller O'Reilly qui vient essayer de le sauver, qui réussit pas tant que ça finalement. Puis c'est The Acclaim qui viennent comme boucler la boucle. Fait que ça va vraiment être équipe AEW contre équipe The Elite. Et The Elite aussi, un peu plus tard dans l'épisode, qui vont demander à Hangman Page, qui va refuser catégoriquement, mais qui va se reprendre un peu plus tard là, dans la semaine ou la semaine qui suit. La semaine suivante, La semaine suivante. Fait que, c'est ça, Hangman, il est comme fâché encore contre The Elite, mais les deux sont ill. Fait que tu sais, c'est correct. Mais non, mais j'aime ça quand même, moi, cette dynamique-là. J'aime pas ça. Il fallait que Hangman ait un changement de personnage clair, mais je suis pas encore vendu. Je suis pas encore vendu, Hangman. On verra. Ensuite, il y a eu le. Parce que c'est ça, Hangman revient dans ce dynamite-là. Oui, c'est ça, exactement. Semi-surprenamment parce que on s'entend Jeff Jarrett. Il y a eu une vignette la semaine avant, là. Ok. Qui l'annonçait. Mais tu sais, la nouvelle chanson, je l'ai pas. Un peu plus méchante. Un peu... J'ai bien aimé ça. Ensuite, on a eu un petit, très court segment backstage où Will Ospreay. Important. Quitte la Don Callis Family. Demande à Don Callis de le libérer de son contrat. Et. Surprenamment, Don accepte. Mais il y a une dette. Fait il a comme fait, comme je te libère, mais tu m'en dois une. Fait que quand je vais te dire que c'est là que je la veux, fait que ça l'installe quelque chose dans le futur. J'espère que ça va être un bon payoff. J'espère que ça sera pas juste un truc qu'on va oublier puis qui arrivera pas. Là. Ben, ça va tourner autour du Tiger Driver, ça n'a pas le choix. Là. Ben, à voir, ça va tourner. Parce qu'il y avait aussi Carl Fletcher qui était dans ce take-là. Et j'ai l'impression, parce que quand il quitte, il est comme un peu plus rough avec Carl Fletcher. Est-ce qu'il va se servir un peu de Carl Fletcher comme martyr à cause qu'il y a... Je sais pas. On dirait que ça pourrait être une manière intéressante de construire ça. Qu'il a libéré Will, mais pour faire payer Will, il va comme un peu mettre Fletcher sur le spot dans des conditions qui sont pas gagnantes. Je sais pas comment ils vont construire ça. Je pense, moi, ça serait intéressant de faire ça parce qu'on sait qu'ils sont très amis. Carl et Will. Fait que, à voir comment ils vont construire ça. Peut-être c'est juste, on va l'oublier puis que Will n'est plus dans le camp de Callis. J'espère que non, mais ce segment-là, je l'ai apprécié. Je trouvais que ça amenait quelque chose. Ensuite, on a finalement le match entre Ospreay et Garcia, qui était bon. J'ai particulièrement aimé. Pas de comique où Garcia il danse. Mais les coups de queue, c'est bon. Les coups de queue. Effectivement. C'était, en tout cas, ça rentrait au pas. C'est les coups de queue qui rentrent le plus au pas. Et à la fin, de manière pour moi pas surprenante, MJF tourne et est clairement méchant parce que Ospreay quitte après avoir gagné. Là, Garcia reste dans le ring, il est triste, tout ça. MJF va le consoler, puis quand une fois qu'il l'a consolé, Pacloud, il le détruit à coups de bague d'en face. Gros visuel, tout le monde s'ouvre très intensément aussi. Là, parce que t'as. Je pense que celui qui s'est le plus ouvert intensément, c'est Monsieur Magie. Papa Magie qui reçoit juste un coup de... Parce qu'il vient aider son ami, Garcia. Reçoit juste un coup de bague d'en face. Mais Tabarouette s'est ouvert solide, le front. Ouais, il s'est ouvert solide. Par contre, pour un coup et pour un petit segment. Par contre, il fait une promo backstage après que je pense qu'on peut aller retrouver sur YouTube. Un exclusif. Puis ça look, là. Puis je pense que c'est pour ça qu'il s'est ouvert. C'est pas être capable de faire cette promo-là après puis qu'il y ait ce visuel-là. Donc, ceci explique cela. Mais ouais, un bon turn. Un turn. Mais moi, je suis content qu'on ramène MJF méchant.
Je pense que c'est J'aurais plus... surfé sur la vague du tweener un petit peu plus longtemps, moi. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais quand on voit comment les faces sont stack en ce moment, Ouais, avec on a beaucoup besoin de de bons gros face, heals. on a Ouais. besoin d'un heal clair méchant. C'est vrai que... Parce qu'on dirait que les heals qu'il y a en ce moment, ils sont pas de niveau Swerve, ils sont pas de niveau Osprey. Fait que MJF, je trouve, est de ce niveau-là. C'est vrai. Puis si on va all-in avec un Osprey contre MJF, on n'a pas le choix de l'avoir complètement heal, méchant. Fait que c'est vrai. Non, c'est vrai. Fait que, on va construire ça comme ça. Mais clairement, il y a eu deux personnes qui sont revenues et qui prennent clairement des rôles de méchants durant cet épisode-là. Puis j'ai l'impression que c'est en vue d'All-In. Donc, Adam Page, bien clairement un gros méchant, ainsi que MJF. Parce que j'ai l'impression qu'on veut sortir ou protéger The Elite de ces histoires-là un peu plus hautes. Quoique, moi, je trouverais ça intéressant de ramener Okada dans un title picture, mais j'ai l'impression qu'on veut le protéger et pas nécessairement offrir une défaite à quelqu'un. Je pense que c'est le seul présentement dans des élites, autre que maintenant Hangman, qui n'est pas encore officiellement là, mais que ça va venir, qui est dans ça, qui est dans cette énergie-là ou qui est capable de rivaliser contre un Swerve Strickland ou un Will Ospreay, mais on les met pas encore sur le même chemin que ces deux autres-là. Fait que, on protège Okada en ce moment. Fait que ça fait le tour de ce Dynamite du 3 juillet, le Beach Break. On a bizarrement pas vu de plage, pas eu personne qui se faisait bronzer. Fait que le nom, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais c'était aussi le Shark Week. Fait que c'était l'été.